Welcome to this session of the Living Your Best Life with Kidney Disease virtual forum. Thank you to Otsuka Canada and Paladin Labs for providing unrestricted financial support for this forum. Nous remercions Otsuka Canada et Laboratoire Paladin d'avoir apporté un soutien financier sans restriction à ce forum. The information presented in this virtual forum is current as of January 25th and 26th, 2022. The material shared in this presentation is not intended to be medical advice. We suggest people speak to their doctor about their own individual situation. This information is intended for a Canadian audience. Les informations présentées dans le forum virtuel sont à jour en date du 25 et 26 janvier 2022. Le matériel partagé dans cette présentation n'est pas destiné à être un avis médical. Nous suggérons aux gens de parler à leur médecin de leur situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Hello everyone. Bienvenue à cette session Mieux vivre avec la maladie rénale. Nous remercions Otsuka Canada et Laboratoire Paladin d'avoir apporté un soutien financier sans restriction à ce forum. Thank you to Otsuka Canada and Paladin Labs for providing unrestricted financial support for this forum. Les informations présentées dans le forum virtuel sont à jour en date du 25 et 26 janvier 2022. Le matériel partagé dans cette présentation n'est pas destiné à être un avis médical. Nous invitons aux gens de parler à leur médecin de leur situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. The information presented in this virtual forum is current as of January 25th and 26th, 2022. The material shared in this presentation is not intended to be medical advice. We suggest people speak to their doctor about their own individual situation. The information is intended for a Canadian audience. Alors bonjour à tous et toutes, je m'appelle Lydia Lauder, je suis la directrice nationale des programmes et des politiques publiques de la Fondation du Rhin. Bienvenue au deuxième forum virtuel pan-canadien de la Fondation du Rhin. Aujourd'hui, des patients, des partenaires de soins, des professionnels de la santé et des chercheurs et chercheuses de tout le Canada vont vous partager avec vous des informations sur le thème Mieux vivre avec la maladie rénale, adaptation, résilience et bien-être. J'aimerais vous présenter Elizabeth Miles, qui est la directrice générale de la Fondation du Rhin, et Sylvie Charbonneau, qui est notre présidente nationale bénévole. Elizabeth dirige la Fondation canadienne du Rhin depuis 2015 en tant que directrice générale nationale basée à Montréal, au Québec. Avant de rejoindre ou se joindre à la Fondation du Rhin, elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Elizabeth est membre du conseil d'administration de la Coalition canadienne des organismes bénévoles en santé et du comité national de liaison de la Société canadienne du sang. Sylvie a pris sa retraite de sa carrière professionnelle et est maintenant présidente du conseil d'administration nationale de la Fondation du Rhin. Elle était auparavant présidente de la branche québécoise de la Fondation du Rhin. Sur le plan personnel, Sylvie est elle-même donneuse vivante du Rhin et fait tout ce qu'elle peut pour changer le monde, un rein à la fois. Welcome to all, and thank you for taking the time to join us this afternoon. My name is Sylvie Charbonneau, and at the Kidney Foundation of Canada, our vision is to help individuals achieve excellent kidney health and an optimal lifestyle. The forums that have been developed were done so with the individuals who have or have had kidney issues, and usually these are subject matters that are not tackled during these types of forums. Avant de commencer, nous aimerons reconnaître la terre autochtone sur laquelle nous nous trouvons, inspiré des 94 appels à l'action recommandés par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. La reconnaissance territoriale est une première étape nécessaire pour honorer les premiers occupants d'un lieu. Elles aident également les Canadiens et Canadiennes à reconnaître et à respecter les croyances de parenté inhérentes au peuple autochtone en ce qui concerne le territoire, d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. J'encourage tout le monde à prendre un moment pour réfléchir et à le reconnaître.
Si vous connaissez le territoire dans lequel vous vous trouvez, je vous invite à le reconnaître dans la boîte de clavardage. Je reconnais que je m'adresse à vous depuis les terres autochtones non cédées de la nation Abenakis. Leur nom est dérivé d'un mot de leur propre langue qui signifie « peuple de la terre de l'aube » ou « peuple de l'Est ». Tous les Abenakis faisaient partie des cultures algonquins de l'Est et ont été séparés des autres algonquins de l'Ouest et du Nord par une migration de culture de langue iroquoienne. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations permanentes avec les peuples autochtones et autres à travers le pays. Bonjour à tous, je m'appelle Elizabeth Miles et c'est un plaisir pour moi-même et Sylvie de pouvoir vous offrir ce forum et de pouvoir vous accueillir pour ce deuxième Forum national de patients qui réunit virtuellement des personnes atteintes de maladies rénales de tout le pays et du monde entier. Aux dernières nouvelles, nous avons plus de 300 personnes inscrites au forum. Comme Sylvie l'a mentionné, les sessions ont été développées par des personnes touchées par les maladies rénales pour les personnes touchées par les maladies rénales. Parmi les sujets que nous abordons au cours du forum, citons la prise en charge de votre bien-être mental, le bien-être sous dialyse et après une greffe, le soutien financier, les conseils, les outils pour un régime rénal et le bien-être par le mouvement. Il va y avoir des opportunités de réseautage plus tard aujourd'hui, une simulation d'une session de soutien pour que tout le monde y participe. All sessions will be interpreted. Si vous manquez une session, tous les enregistrements seront disponibles. On vous invite de participer à toutes les sessions que vous désirez et on a hâte de vous accueillir. Et finalement, on aimerait remercier nos partenaires Otsuka et Paladin pour leur soutien généreux pendant ce forum des patients 2022. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Lydia. Merci beaucoup Sylvie et Elizabeth pour cette belle accueil à ce forum virtuel. C'est vraiment un plaisir de pouvoir nous présenter notre modérateur de cette première session. Prendre soin de sa santé mentale. Alors, Craig Lindsay est le directeur des politiques publiques à la branche ontarienne de la Fondation du Rhin. Il est arrivé à la Fondation après avoir reçu une greffe rénale et pancréatique en 2014. Il est passionné par la santé et il aime faire de la pâtisserie, lire et faire du canoë. Craig, c'est à vous. Merci beaucoup Lydia et merci et bonjour à tous et toutes. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous présenter les prochains intervenants concernant cette première thématique, alors mieux vivre avec la maladie rénale. Alors, je vais vous présenter maintenant plusieurs de ces intervenants qui vont prendre le temps de se joindre à nous pendant cette discussion. Chacun et chacune apporte leur propre expérience personnelle ou professionnelle. Alors, nous avons Nadia Kiati. Nadia a été diagnostiquée avec un diabète de type 1 et elle vit avec insuffisance rénale depuis 2 ans après un déclin rapide de la fonction rénale. Elle a une expérience de l'hémodialyse en centre et de la dialyse péritonéale à domicile. Elle est une ardente défenseuse de l'équité, de la diversité et de l'accès aux communautés sous-représentées. En plus de sa carrière bien occupée, elle aime réaliser des projets domestiques, faire des expériences dans la cuisine et faire du bénévolat auprès de la Fondation du Rhin en tant qu'animatrice de groupe de soutien par les pairs. Lisa Babin est arrivée à la Fondation en tant que patiente au printemps 2021. Pendant de nombreuses années, elle a souffert des complications rénales. Des calculs rénaux constants, des infections que personne ne pouvait expliquer. En janvier 2021, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une maladie rénale. Lisa doit également faire face à d'autres maladies chroniques. Elle souffre de problèmes de santé mentale depuis son plus jeune âge et a connu divers degrés de complications au fil des années. Vivre au mieux vivre avec la maladie rénale et un esprit sain, ce qu'elle essaye de faire chaque jour. Nous avons aussi Loretta Lee. Le parcours de Loretta a commencé il y a une trentaine d'années avec le diagnostic d'une maladie
chronique, alors insuffisance rénale chronique, alors qu'elle avait seulement 26 ans et qu'elle venait de donner naissance à sa fille unique. Elle avait été en bonne santé, de moins le pensait-elle, jusqu'à ce que soudainement, elle ne le soit plus. Travaillant comme infirmière à plein temps, elle s'occupait de son enfant, de sa famille, de sa maison, tout en restant active dans la communauté. En tant qu'infirmière, elle pensait « Ah, je m'en occupe ». Elle a subi des plus nombreuses échecs. Elle a perdu son indépendance, est devenue une patiente au sein du système de soins de santé et de son propre système. Alors, pour elle, c'était tout un défi. Et alors, mais cette maladie l'a aidé à pouvoir créer des capacités, des compétences pour faire face à ces types de défis. Nous avons aussi Stephen Chan. Stephen est un infirmier autorisé qui travaille dans une unité de santé mentale aiguë à Hamilton, Ontario depuis 9 ans. Une unité de santé mentale dans laquelle Stephen travaille est unique en ce sens qu'elle gère des patients ou patients souffrant des maladies psychiatriques complexes en plus des problèmes médicaux. Dans le passé, il a travaillé dans les services d'urgence psychiatrique pour répondre aux patients en crise aiguë. En plus de ses expériences, il a travaillé en parallèle au service rénal de Trillium Health Partners en tant qu'infirmier en hémodialyse. Son expérience en tant qu'infirmier psychiatrique lui a permis d'acquérir des compétences qui sont transférables au travail avec des patients atteints de maladies rénales et leurs problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression et les mécanismes d'adaptation inefficaces. Nous avons aussi Andrés Gomez. Il est infirmier autorisé au service des patients en hémodialyse chez Trillium Health Partners. Il possède une solide expérience en médecine d'urgence et en soins intensifs. Il est un grand défenseur des patients, énergique, extraverti et passionné par le soutien aux personnes dans le besoin. Nous avons aussi Wade Neal, qui a reçu un rein d'un donneur vivant lors d'un échange par pair en 2020 après seulement 29 mois en dialyse. Son ami avait donné son rein. En son nom, une correspondance avait été trouvée. Après la greffe, il a immédiatement commencé à se sentir mieux. Au cours de l'année suivante, un certain nombre de problèmes se sont présentés, tant sur le plan physique que mental. Le sentiment de gratitude envers sa famille, ses amis, le personnel soignant et surtout son donneur. Il a également ressenti de la culpabilité, de la peur et d'autres incertitudes qu'il a eu de mal à affronter seul. Lorsqu'il était en sous-dialyse, il avait accès à toutes sortes de soutiens, mais avec un nouveau rein, le soutien qui l'a aidé à travers toutes ses maladies et ses hospitalisations n'était pas aussi présent. Il dit qu'il était et qu'il est toujours l'un des plus chanceux, car il a été soutenu tout au long de son parcours par tant de personnes et d'endroits différents. Et la seule chose qu'il était capable de retenir, c'est de son expérience, est que le soutien est l'une des clés d'une transition réussie de patients dialysés au greffe. Aujourd'hui, il a envie de rendre la même expérience et d'offrir tout type de soutien à d'autres patients qui vivent avec une expérience similaire à la sienne. Nous avons aussi Brenda Brown, qui est une personne ayant subi une greffe de rein 8 ans après sa transplantation. Elle a reçu son rein par le biais du programme d'échange par pair pour l'aider dans son rétablissement tant physique que mental. Elle a redécouvert le sport. Elle a découvert des Jeux canadiens, des greffés, de la compétition et est devenue chef de projet lors des Jeux de 2018 tout en remportant une médaille d'or en tennis. Prenant sa conscience sur l'enrichissement de son propre mode de vie avec le yoga et la méditation, est devenue instructeur ou instructrice de yoga certifiée en 2019. Et nous avons aussi Cara Macroff. Alors, elle est objectif du programme de recherche de Carey de promouvoir l'utilisation de l'évaluation de la qualité de vie, de renforcer les soins centrés sur la personne, d'améliorer les services pour les personnes vivant avec une insuffisance rénale. Nous avons aussi la Dr. Megan Elliott. Elle est néphrologue et professeure adjointe de l'Université de Calgary. Elle a suivi sa formation clinique en néphrologie à l'Université de Calgary et a obtenu une maîtrise en sciences à l'Université de Toronto. Son programme de recherche vise à soutenir l'engagement des patients, des familles et des fournisseurs dans les soins et la recherche sur les soins centrés sur la personne. Sur cette note, je vous invite, Cara et Megan, à partager votre écran et débuter votre présentation. Alors, merci beaucoup, Greg, pour cette présentation. Alors maintenant, je vais faire mon partage d'écran. Alors, Craig, si vous pouvez m'indiquer que vous êtes capable de voir mon partage d'écran. Cara? Oui, effectivement, je suis capable de voir la présentation. Elle est géniale.
Alors, à voir. Alors, je vais juste arrêter mon partage un moment. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. On va essayer une deuxième fois. Ah, et voilà. Est-ce que vous pouvez voir tout l'écran? Oui, ça marche. Oui, on est en mode présentation. OK, ça marche maintenant. Ben, merci pour cette invitation. Alors, un gros merci à tout le monde pour être ici, pour participer dans cette première session du forum virtuel. On est vraiment ravis que vous soyez ici et on vous invite à participer, que ce soit en personne ou par la boîte de clavardage. Alors, cette première session porte sur la thématique de comment prendre soin de sa santé mentale. Alors, on va parler, on va utiliser certains termes parce que, tels que la santé mentale. Alors, c'est vraiment comme c'est la liaison de deux mots très bien connus. Alors, pourquoi on ne prend pas un petit peu de recul, puis on se pose exactement qu'est-ce que ça veut dire, justement, la santé mentale et le bien-être. Alors, lorsqu'on parle du bien-être mental, c'est vraiment l'état d'esprit caractérisé par un bien-être émotionnel, une bonne adaptation comportementale, une relative absence d'anxiété et de symptômes invalidants et une capacité à établir des relations constructives et à faire face aux exigences et au stress ordinaire de la vie. Et en ce qui concerne le bien-être, c'est un état dynamique de bien-être physique, mental et social. Mais le concept de bien-être, il est la notion selon laquelle les soins de la santé individuelle et les programmes de soins de santé devraient impliquer activement la promotion d'une bonne santé mentale et physique plutôt que de se préoccuper uniquement de la prévention et le traitement des maladies. Et oui, dans ce forum aujourd'hui, on veut vraiment examiner cette question. Comment on peut être à la poursuite du bien-être, surtout lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique telle que la maladie rénale et comment maintenir sa santé mentale aussi. Alors, et pourquoi est-ce important dans la maladie rénale chronique ce sujet? Alors, lorsqu'on a passé à travers ces émissions, on parle beaucoup de la santé mentale comprend la gestion du stress de la vie. Et les participants d'aujourd'hui vont partager comment cela a été important pour eux. Et peut-être pendant la période des questions et réponses, vous allez pouvoir partager avec vous justement comment vous faites face à cela, comment vous gérez le stress dans votre vie. Et les personnes recevant un traitement de dialyse, le signal des symptômes déprise, des symptômes d'anxiété. Alors, avant que la COVID-19 nous frappe, on savait que 4 de 10 personnes recevant un traitement de dialyse signalaient des symptômes dépressifs, puis sinon, c'était de 20-50% des personnes signalaient des symptômes d'anxiété. Et dans la recherche que nous avons faite en Alberta, nous avons appris que les Albertains sous dialyse présentaient la même fréquence de symptômes en matière des symptômes dépressifs et d'anxiété. Et ces réponses s'arrimaient à celles qu'on voyait à l'échelle nationale. Mais la COVID-19 a complètement changé tout et justement le signalement de la santé mentale a doublé depuis la pandémie, a frappé. Alors, ça, c'est pas une bonne chose, surtout pour ceux qui sont en train de recevoir des traitements de dialyse. Mais je dirais aussi, surtout, pour ceux qui vraiment ont vécu toute une gamme ou un panoplie de problèmes ou problématiques liées à la maladie rénale ou à l'insuffisance rénale. Comme ça a été mentionné au début de la présentation. Et justement, on voit qu'il y a une hausse de hospitalisation, et aussi une moins bonne qualité de vie et même la mort. Et le problème, c'est que les soins de santé mentale des Canadiens et Canadiennes sous dialyse sont rarement abordés ou traités dans le cadre des soins rénaux. Alors ça nous amène à la question, pourquoi?
Donc, dans le cadre de mes recherches sur la qualité de vie de personnes sous dialyse à domicile, nous avons entendu de la part des patients et des cliniciens de leurs préoccupations en matière de santé mentale. Ces commentaires n'ont pas été sollicités. Nous n'avons pas demandé aux gens de nous en parler. C'est eux-mêmes qui ont dit parce que c'était important pour eux. Et nous avons commencé à prêter un petit peu plus d'attention. Alors, voici quelques participants à nos précédentes recherches nous ont dit. Alors, la patient a dit, j'ai rencontré beaucoup de personnes médicales qui ont peur de la dépression. La voix d'un prestataire de soins de santé. La dépression, la plupart des néphrologues seraient aussi bien de ne pas entendre parler de choses qui ne relèvent pas vraiment de leur champ d'action. Une autre perspective, nous avons besoin de ressources ou des outils ou même un peu plus d'éducation autour de la santé mentale. Et la voix ici d'un patient, faire face à la maladie rénale est une étape mentale importante. C'est une consommation de soi. La gestion de l'anxiété et de la dépression est toujours présente et elle est toujours au premier plan. J'ai l'impression que je ne peux rien faire et qu'il n'y a rien pour m'aider. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui? Qu'effectivement, il y a de l'aide qui existe. Et oui, effectivement, qu'il y a une communauté de soutien qui existe. Et c'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'on organise un forum. On veut faire rayonner ce sujet, on veut faire preuve d'écoute, on veut s'appuyer. Et je crois qu'à la fin de cette session, on va être capable de vous partager différentes ressources pour vous aider dans ce parcours. Alors, la recherche en matière de dialyse à domicile a été confirmée dans notre projet Empathie, dans le AKCN. Alors, ici, ça c'est le AKC, c'est Alberta Kidney Care North. Alors, les personnes dialysées et les infirmières ont convenu qu'il y avait des tensions concernant la gestion de la santé mentale. Et ils nous ont aussi signalé que d'un point de vue systémique, il manque de ressources en matière de santé mentale pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Et si ce n'est pas assez, en même temps qu'on est en train de faire ce travail, il y avait aussi des personnes ayant une expérience vécue de la maladie rénale. Ça faisait partie d'une étude sur le bien-être mental menée par des patients atteints d'une maladie rénale par l'intermédiaire de Patient and Community Engagement Research. Et cela a mis en évidence les lacunes en matière de soins de santé mentale pour les personnes vivant avec une maladie rénale. Et vous voyez ici le rapport. Et ce rapport s'intitulait « Débranchement pendant le branchement », une exploration de pair à pair des impacts de la dialyse sur le bien-être mental des patients atteints de maladies rénales chroniques. Et l'étude a révélé que la lacune la plus flagrante dans les soins est le manque de soutien psychosocial offert aux patients, ceux qui les soutiennent. Alors, on entendait ces signalements et c'était quelque chose de non demandé. Alors, on voulait demander aux personnes dialysées d'en dire un petit peu plus sur leur santé mentale. Alors, au sein de notre comité consultatif communautaire, les personnes ayant une expérience vécue de la maladie rénale ont vraiment recommandé que nous utilisions le terme faire face et s'adapter à la dialyse, car il y a tellement de stigmates associés au terme santé mentale. Alors, il fallait ajuster un petit peu le langage en matière de dialyse. Alors, Loretta Lee est sur l'appel aujourd'hui. Elle fait partie de ce panel consultatif et elle est coprésidente. Alors, je tiens à la remercier pour son leadership dans ce travail. Alors, c'est ça que nous avons fait. Nous avons posé des questions sur la façon de faire face et s'adapter à la dialyse. Et nous avons envoyé une enquête à tous les Albertains et Albertaines sous dialyse. Alors, et voici les résultats de ce sondage, de cette enquête. Et ici, qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale plus importants étaient prêtes à s'engager dans un soutien pour ces problèmes? Et cela va à l'encontre de ce que nous pensons souvent. On croit que les gens qui ont les plus grandes
préoccupations de santé mentale ne veulent pas participer dans ce type de... Et ce n'est pas le cas, et ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors, avant de céder la parole à Megan, j'aimerais juste vous mentionner de pourquoi c'est important pour moi. Alors, mon premier emploi en tant qu'infirmière, étant une infirmière en santé mentale qui venait de terminer ses études dans un hôpital, et je travaillais là, et un petit peu plus tard dans ma carrière, lorsque les patients et les clients ont commencé à nous dire qu'il y avait des lacunes dans les soins et je n'avais pas et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est qu'on a quand même été capable de voir, on a commencé à comprendre pourquoi cela existait. Parce que nous, en tant qu'infirmières, lorsqu'on reçoit notre formation pendant nos études universitaires, on fait à peu près une année de théorie, de formation sur place, mais lorsqu'on travaille justement dans le soin des reins, ça devient très technique. Et on commence à se centrer sur une partie du corps qui est le rein. Et moi, personnellement, pourquoi c'est important pour moi lorsqu'on parle de la qualité de vie, qu'est-ce qui est important le plus pour la personne qui est atteinte d'une maladie et il est clair que le corps et l'esprit est interconnecté et ça façonne votre expérience avec la maladie et toute votre vie. Alors ça façonne votre vie entière, vos soins, vos symptômes et votre entourage. Alors, ces parties connectées sont importantes. Ils créent votre expérience de la qualité de votre vie. Et qu'est-ce que je dirais à toute personne qui est atteinte d'une maladie rénale? Que vous êtes beaucoup plus que simplement vos reins et notre prise en charge de la maladie doit refléter cela. Alors, je vais juste me mettre en sourire présentement. Alors, Megan, indique-moi lorsque vous voulez que je passe à la prochaine diapo. Alors, merci beaucoup, Cara, merci Craig et la Fondation du Rein pour cette belle opportunité de partager avec vous certaines de mes perspectives. Alors, je vais juste rebondir sur les commentaires de Cara concernant pourquoi c'est important pour moi. Alors, je vais vous partager avec vous un petit peu de mon expérience en tant que néphrologue et pourquoi ce sujet de la santé mentale et de bien-être a commencé à faire partie de ma réflexion. Alors, avant de se joindre à ce groupe, je n'avais vraiment rencontré aucune personne atteinte d'une maladie rénale et justement de la santé mentale, c'est toujours un enjeu, mais des fois, on sait vraiment pas si on rencontre une personne qui est atteinte d'une santé mentale. Alors, c'est un espace assez isolé. Alors, même si que j'ai reçu une formation en soins de reins, je dois admettre que je n'étais pas capable de reconnaître les défis auxquels les patients faisaient face et lorsque j'apprends concernant la maladie et la raison pour laquelle la maladie est présente, mais j'oublie de toutes les autres parties de la personne lorsqu'on est en train de travailler avec un patient, parce qu'un patient, finalement, une patiente, c'est une personne, il y a une personne derrière la maladie. Alors, j'ai commencé à développer des relations, avec des liens avec les différents intervenants du secteur. Et dans mon travail, je fais un petit peu de recherche. Alors, voici une citation d'une personne qui était atteinte d'une maladie rénale avancée et cette situation est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui ressort à plusieurs reprises. Et avant de me joindre à ce groupe, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui était atteint d'une maladie du rein chronique. C'est une situation assez isolée dans l'espace personnalisé. Vous savez, vous rentrez dans le couloir, vous voyez votre médecin,
vous rencontrez votre médecin, à partir de la suite, vous partez de la clinique et tout d'un coup, vous êtes de retour chez vous et c'est rare de rencontrer un autre patient qui atteint d'une maladie du rein chronique. Alors, ça a vraiment une incidence sur ma vision, ma compréhension de l'expérience d'un patient atteint d'une maladie rénale parce que c'était quelque chose que je ne comprenais pas parce qu'ils étaient isolés. Et c'est quelque chose de bizarre que ça a été bizarre et du fait qu'il y avait des gens qui se sentaient très isolés parce que il y a 1 en 10 Canadiens sont atteints d'une maladie du rein chronique. Alors, il va y avoir des problèmes de santé coexistants. On peut avoir des résultats en matière de santé, le coût de soins de santé, ça peut avoir une incidence sur la qualité de vie, la dépression, l'anxiété, plus de hospitalisation. Et alors, ça, c'est tout lié au coût de soins de santé. Mais aussi, ça, c'est vraiment, ça rentre en lien concernant les points que je viens juste de mentionner, la qualité de vie, la dépression et l'anxiété, l'adaptation et l'autogestion. Alors, de pouvoir autogérer la maladie soi-même. Alors, je voulais parler un petit peu sur ce volet de la complexité de la maladie. Alors, la personne va avoir 4 problèmes de santé coexistants. Ça peut être, par exemple, la maladie du cœur, les problèmes de hypertension artérielle, entre autres. Alors, la plupart des patients vont prendre 18 à 20 pilules par jour et les gens qui sont sur dialyse vont en prendre plus. Alors, le fardeau symptomatique est très élevé. Alors, la plupart des gens vont ressentir de la fatigue, ils vont avoir un appétit réduit, entre autres. Alors, ça, je crois qu'il y a beaucoup de conditions silencieuses et on n'apprécie pas vraiment la complexité des soins rénaux. Alors, il faut vraiment virer notre perspective envers d'autres enjeux qui sont liés à la maladie. Alors maintenant, je vais vous faire part de ce cas parce que ça porte sur le sujet de la complexité des soins rénaux. Alors, on voit ici, à gauche, et à droite sont très semblables. Alors, on parle d'un homme de 78 ans souffrant d'une maladie rénale. Il a un DFG à 20 et ayant des antécédents de maladies cardiaques, de diabète, de démence précoce. Alors, on voit ici les différences. Alors, on a un qui, par exemple, qui vit seul avec son conjoint. Ben, il vit indépendamment avec son conjoint. Les enfants participent activement à ses soins, aident dans les activités. Et aussi, il a une sécurité financière, il y a une pension, entre autres. Mais si on le compare à celui à droite, on commence à voir une différence. Alors, on voit par exemple que cet homme-ci, il vit seul, il n'y a pas de famille proche, il dépend de l'aide sociale, il n'y a pas de sécurité financière, et il aussi subit de la sécurité alimentaire, il y a aussi la difficulté de transport, il y a des enjeux aussi, des problèmes avec le régime alimentaire. Et juste pour revenir sur le point de la difficulté de transport, cela veut dire qu'il n'y a personne pour l'amener à ses rendez-vous. Alors, si on regarde le profil de l'individu sur papier, mais si on commence à gratter un petit peu la surface, on commence à voir les différences. Ils vont avoir des besoins différents qui vont au-delà de leur maladie. Alors, cela reflète vraiment d'un passage d'une approche de soins axée sur la maladie à une approche axée sur la personne. Alors, comme j'ai mentionné plus tôt, la complexité peut faire référence à plusieurs éléments. Alors, lorsqu'on regarde justement les individus qui sont atteints d'une maladie rénale, voici
quelques des catégories les plus larges lorsqu'on commence à entamer une approche qui est axée sur la personne et non sur la maladie. Alors, on peut regarder les symptômes, les décisions. Alors, par exemple, le moment auquel vous allez commencer la dialyse ou le greffe ou au moment où vous allez prendre vos médicaments. Il y a aussi tout le volet de l'incertitude. Lorsqu'on est en train de gérer les complexités de la maladie, concernant par exemple le risque, l'avenir et quel est le risque d'une insuffisance rénale, le risque de décès. Et comme Craig a mentionné pendant ma présentation, de la présentation, et il a mentionné justement toutes les incertitudes liées à la maladie. Alors, c'est pas juste une question de la maladie rénale, mais c'est aussi tous les autres enjeux liés à la maladie, par exemple, la hypertension artérielle, la maladie cardiaque, entre autres. Alors, si on prend un petit peu de recul, puis on regarde la personne en part entière, c'est pas juste une question d'une prise de décision de oui et non, noir et blanc, ou la gestion de symptômes, que par exemple le diabète, entre autres, mais il faut vraiment se centrer sur tous les autres volets de la vie d'un individu et qui pourraient avoir une incidence sur la santé et le bien-être, y compris la santé mentale. Alors, par exemple, il faut prendre en considération leur éducation pour s'assurer qu'ils sont capables de prendre des décisions éclairées, aussi l'accès aux soins de santé, leur logement aussi, et leur soutien communautaire, leur réseau de soutien de leurs amis, leur famille, leur stabilité financière. Alors, ça, c'est juste de pouvoir vous démontrer la complexité de la maladie et que c'est non seulement la maladie en soi, et une personne atteinte d'une maladie peut faire face à d'autres enjeux, surtout si on n'est pas capable, on ne pose pas les bonnes questions. Alors, lorsque je suis en train de réfléchir sur ce sujet, cela a vraiment souligné cette idée que vous avez vraiment besoin d'une équipe. Et on n'est pas capable d'adresser ces enjeux de manière isolée et pas une seule ressource est capable de s'attaquer à ces enjeux tout seul. Cela va de même pour une personne qui est atteinte de la maladie. Ils ont besoin de l'aide. Alors, si on est capable de se centrer sur la collaboration, de pouvoir identifier les personnes dans les différents secteurs et comment ils sont capables de collaborer, communiquer ensemble pour pouvoir soutenir le soin d'un patient. Et c'est pour ça que la plupart des programmes de reins, que ce soit la prédialyse ou la non-dialyse ou les maladies en matière de soins des maladies chroniques, mais que vous allez voir en général, vous allez voir une large équipe qui ont toutes les compétences pour pouvoir s'attaquer à les différents volets. Alors, on va voir les infirmières, les néphrologues, les travailleurs sociaux, les diététiciennes, médecins de famille, les soins spirituels, puis on peut pas aussi s'oublier des gens qui ne font pas partie de ce groupe. Alors, par exemple, j'avais mentionné le médecin de famille. Alors, c'est important de se rappeler que même si les gens sont en train de recevoir un traitement de dialyse, ils vont toujours visiter leur médecin de famille. Alors, c'est important de les inclure dans le traitement et dans la prise en charge. Et il ne faut pas oublier aussi qu'au centre de tout cela, il y a un individu au centre de cela et qui va avoir des soutiens par les pairs et que ces individus, qu'ils ont un vécu avec la maladie, qu'ils sont prêts, ils vont se porter volontiers de pouvoir partager leur expérience et de pouvoir aider les autres pour que tout le monde est capable de prendre la parole, demander des avis, des conseils, de
verbaliser leur frustration. Et je ne veux pas prendre trop de temps de la session parce que justement, il y a une session qui aborde ce sujet, mais j'aimerais juste terminer du fait que les gens qui pourraient être considérés des soutiens secondaires font partie justement du groupe clé qui est en train d'offrir un soutien médical aux patients. Alors j'aimerais juste rebondir ou peut-être plus terminer cette présentation. Lorsqu'on regarde la recherche qui a été entamée pour pouvoir examiner l'aspect de la santé mentale des patients atteints d'une maladie rénale. Alors, qu'est-ce qui aide? Alors, l'intervention psychosociale offre des preuves concernant la thérapie cognitive comportementale. Alors, on sait, c'est le TCC. Alors, c'est vraiment un soutien psychosocial qui aide justement à améliorer des pensées, des comportements inutiles par le développement de stratégies d'adaptation aux problèmes ciblés. Et par la suite, les autres, par exemple, on est capable de conseiller l'exercice et des techniques de relaxation. Et lorsqu'on regarde, par exemple, les médicaments, il y a la littérature qui dit que ça peut aider, mais il n'y en a pas beaucoup. Et justement, ça se centre sur la partie de la dépression et de l'anxiété. Et comme Megan a mentionné plus tôt, il y a plusieurs individus qui sont en train de recevoir, ou j'allais dire, surtout ceux qui sont en train ou qui sont en train de recevoir un traitement de dialyse, il y a beaucoup de médicaments qui sont déjà en train de prendre et des fois les individus peuvent être un petit peu réticents d'ajouter d'autres médicaments. Alors ça, c'est un point complexe et c'est justement ça vaut la peine d'entamer une discussion avec votre professionnel de santé que peut-être ça serait quelque chose qui pourrait vous aider. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsqu'on est en train de demander aux gens comment vous êtes en train de gérer et de ajuster un traitement de dialyse, alors on peut vraiment demander cette question sans offrir un soutien. Alors, sur notre site web, justement, on offre des ressources justement pour aider les individus. Ça fait partie de la liste qui va être partagée avec vous à la fin de la session concernant plusieurs ressources. Alors, j'aimerais juste terminer en remerciant la Fondation du Rhin parce que justement, ils ont financé une partie de notre recherche qui s'appelle justement l'adaptation d'un parcours de soins de santé mentale pour les Albertains sous dialyse. Alors, dans les prochaines années, on va pouvoir différents types de recherches et de travaux pour vraiment déterminer exactement comment on est capable d'offrir le soutien nécessaire aux patients atteints d'une maladie rénale, parce que c'est ça qu'on a entendu, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les prochaines étapes. Mais juste pour terminer, j'aimerais juste vous remercier de votre attention. Et maintenant, je vais céder la parole à Craig pour débuter cette période de discussion. Alors, merci beaucoup, Cara et Megan. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce sentiment de la part de tous les Canadiens et Canadiennes que justement de pouvoir avoir des ressources, un espace pour pouvoir partager avec d'autres personnes qui ont vécu ou qui sont en train de vivre la même expérience. Alors, vous avez pu on a vu, je pense qu'il y avait plusieurs individus pendant la présentation, ils voulaient lever la main pour dire justement qu'ils ont entendu, qu'ils voulaient dire justement que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je crois que vous êtes en train de parler à un public qui connaît justement le sujet. Et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre davantage de mes pairs. Alors, je vais essayer de lancer ces discussions, mais c'est pas la fin de discussion, c'est juste un début parce qu'il y a différents pairs et d'autres individus qui sont ici pour vous appuyer dans votre parcours. Alors, Lisa, j'aimerais vous me parler un petit peu de cette notion de stigmate. Cela a été mentionné pendant la présentation. Alors, est-ce que vous pouvez vous définir qu'est-ce que ça veut dire stigmate pour vous? Merci beaucoup, Craig. Le stigmate, ça, c'est quelque chose qui est associé à la santé mentale depuis le début. Alors,
c'est quelque chose auquel j'ai fait face depuis que j'étais jeune. Je pense de plus de 40 ans. Puis j'ai eu des enjeux de santé mentale depuis longtemps. Alors, la manière dont que je gère cela, c'est complètement différent de la manière dont je le gérais à l'époque, quand j'étais plus jeune. Alors, j'ai vu plusieurs spécialistes et tous me disaient que c'était pas des problèmes de santé mentale. Alors, lorsque je me rends à un rendez-vous avec mon médecin, je sais que je dois être préparée comme ça, que je me présente calme et comme ça, je ne vais pas être débordée de mes émotions débordée ou envahie de mes émotions. Alors, comme ça, je peux faire preuve d'écoute. Et comme ça, par la suite, je peux poser mes questions. Alors, je pourrais dire de ma meilleure manière de faire face au stigma, c'est lorsque j'ai un rendez-vous, je me prépare comme ça. Je suis préparée à gérer mes émotions et parce que sinon, je serais envahie de mes émotions, par mes émotions et je ne serais pas capable d'écouter qu'est-ce que le professionnel a à me dire. Alors, Nadia, lorsque j'ai vous ai connu et la manière dont vous avez participé à d'autres sphères. Alors, pourriez-vous nous parler un petit peu qui vous êtes, votre genre, votre culture, entre autres, et comment cela pourrait avoir une incidence sur la manière dont vous allez demander de l'aide. Alors, je crois que c'est très important de demander l'impact que votre contexte personnel peut avoir sur votre vécu et votre expérience ou votre vécu avec le monde et votre manière dont vous êtes capable de demander de l'aide. Et j'aimerais vous partager une anecdote parce que je crois que ça va vraiment illustrer mon point très bien. Alors, mon père est arrivé ici dans les années 80. Il était un immigrant. Il est arrivé d'un pays à un pays qui était sous un point de fer. Alors, lorsque vous venez d'un type de famille, alors on vient d'une famille qui vient des pays qui n'avaient pas leurs besoins comblés. Il y avait l'oppression. Et lorsqu'on se retrouve ici au Canada, on est vraiment reconnaissant et on est presque, on fait un petit peu plus, on subit une onde parce qu'à travers de notre anxiété, de nos craintes, de tout que c'est en train de causer un problème lorsqu'on est en train de faire cette transition vers cette nouvelle vie, que tout est devrait génial. Et je crois justement que de cette partie de l'aspect interculturel a une incidence sur la manière dont vous êtes capable de demander pour de l'aide et aussi sur la manière d'interagir avec les autres. Alors, dépendant de votre contexte culturel et justement cette autodéfense ou plaidoyer pour soi-même, ça c'est pour avoir une incidence parce que pour différentes cultures et différentes familles, c'est difficile justement d'utiliser sa voix et de pouvoir se défendre, de s'exprimer. Alors, merci beaucoup, Nadia. Alors, Stéphane, alors j'ai une question pour vous et André par la suite. Alors, commencez à penser à votre réponse. Alors, les gens qui se trouvent dans votre prise en charge, dans votre équipe, que les gens justement pourraient dire, non, c'est difficile pour moi, je me sens pas moi-même. Alors, il reconnaît justement qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui ressort à plusieurs reprises? Et comment vous répondez à ces questions? Alors, moi, en tant qu'infirmière en dialyse, cette question n'est pas soulevée. Alors, les patients, justement, ils ne soulèvent pas ces enjeux parce qu'il y a beaucoup de stigmas liés à la santé mentale et justement d'être infirmière ou infirmier, ça fait partie de notre formation de pouvoir diriger ces questions, de pouvoir trouver les ressources nécessaires ou appropriées pour les patients. Alors, ça revient sur une communication ouverte et de pouvoir parler à votre professionnel de santé des différents problèmes, non seulement des enjeux liés à votre traitement de dialyse, mais surtout, alors juste pour rebondir sur
vos propos. Alors, Caroline va mentionner, je ne sais pas s'il y a un mot que justement qui va avoir une incidence sur leurs soins, s'ils reconnaissent que c'est un moment difficile pour eux. Est-ce qu'il y a des questions que vous posez justement que lorsque vous rencontrez vos patients? Alors, juste simplement, c'est des petites discussions. OK, comment ça va, votre fin de semaine? On mentionne des petites choses. Alors, par exemple, si le patient est en train, par exemple, il est en train de porter un gilet ou une casquette d'AJ's, alors peut-être vraiment commencer ces petites discussions. Alors, par exemple, si on voit en train de lire peut-être leur langage corporel, alors vraiment de poser des questions pour déterminer qu'est-ce qui leur passe. Alors, Andreas, alors, le travail des professionnels de santé, c'est très occupé. Il y a beaucoup de différents volets que vous devrez couvrir dans vos interactions avec vos patients. Alors, à quelle fréquence pouvez-vous justement faire des points avec vos clients? Alors, juste comme vous avez mentionné ici, moi j'ai travaillé dans l'urgence. Alors, j'ai travaillé 8 ans dans le département d'urgence et je vais être très honnête avec vous, je n'avais pas le temps de pouvoir aborder ces enjeux justement liés à la santé mentale ou les émotions. Alors, j'ai travaillé avec des patients dialysés pendant 2 ans présentement et je peux vous assurer que en tant qu'infirmière en dialyse, on a plus de temps justement de voir et de bâtir des liens avec les patients qui nous permet de comprendre et de voir justement s'il y a un déclin dans la santé mentale de nos patients. Et je crois aussi que c'est cette perception en tant que professionnel de santé, de comprendre un petit peu leur parcours et leur perte. Moi, par exemple, on m'a demandé justement de commencer un traitement pour un nouveau patient dialysés, ils sont très nerveux, mais mon travail consiste de les réassurer, mais je vois aussi la progression lorsqu'ils débutent leur traitement, leur première année, deuxième année. Je suis capable de voir que peut-être ils sont un petit peu plus frustrés, peut-être ils ressentent un petit peu ils sont fâchés vers le système, peut-être leurs rendez-vous sont un petit peu plus en retard. Alors, je le dis toujours aux patients, j'essaie de les aider, comme j'ai mentionné, à travers des petites discussions. Alors, si ils ressentent que c'est une lutte pour eux ou la santé mentale, alors c'est important qu'ils nous le fassent de nous le faire part de cela parce que justement dans leur registre, on va noter cela dans leur dossier, mais par exemple, on va prendre des notes de leur santé physique, mais par exemple, c'est pas quelque chose qu'on va inclure dans les registres. Alors, je vais dire aux patients, alors, s'il y a quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à me le faire part et comme ça, je vais pouvoir prendre note de cela dans votre dossier et on va pouvoir l'aborder. Alors, ça, c'est la manière dont j'aborde ma pratique. Alors, je vais dire que nous, en tant qu'infirmières en dialyse, on a un petit peu plus de temps de pouvoir aborder les sujets de santé mentale. Merci beaucoup, Andreas, pour ses perspectives et ses propos. Alors, Wade, lorsque je vous ai connu, votre parcours et les difficultés auxquelles vous avez fait, et justement, lorsque vous étiez en train de recevoir un traitement de dialyse, vous étiez bien entouré par une équipe de professionnels. Mais lorsque vous arrêtez la partie de la greffe, et que tout le monde pense que la greffe, c'est la réponse à tout, que c'est la solution à tout, et qu'il n'y a aucun défi, et que tout est bel, tout est beau. Mais je pense que vous pouvez parler un petit peu de votre expérience et vous pouvez faire référence à différents enjeux, aux défis auxquels vous avez face, mais aussi offrir tout conseil. Alors j'ai reçu un traitement de dialyse avec 6 chaises, mes infirmières et les infirmiers me connaissaient. Alors, justement, Tania, est une chef d'équipe, elle avait mon numéro, alors directeur, elle m'appelait, comme vous avez dit, André, comme vous avez mentionné, vous passez juste 2 minutes avec eux pour voir
comment est le patient, puis Tania avait fait le même avec moi. Puis si j'ai fait face fait face aux mêmes défis que les autres patients, mon régime, entre autres, et moi j'étais vraiment entourée d'un soutien, d'une bonne prise en charge. Et je vais pas vraiment une mauvaise conception. Une fois que vous recevez le rein, tout est beau, mais ce n'est pas le cas. Alors j'ai eu de la chance par exemple, j'étais vraiment quelqu'un qui faisait très attention à ceux qui se trouvaient autour d'eux parce que j'écoutais mes conversations. Alors, une des plus beaux événements lorsque j'étais assis à côté du poste des infirmières. Et je ne sais pas que je pensais à rien, mais justement, le chef d'équipe de Tania a offert son courriel à quelqu'un. Puis justement, j'avais mon téléphone avec moi. Alors, je lui ai envoyé un courriel. J'avais une photo de moi-même avec cette image de moi en train de sourire. Et j'ai gardé ce courriel. Et une bonne chose que je l'ai fait. Mais suite au greffe, j'étais pas en train de subir les bonnes émotions. J'avais entendu les 29 mois sur ce dialyse arriver à cette ligne d'arrivée, qui n'arrivait pas. Et j'avais toutes ces attentes concernant mon état et c'était pas le cas. C'était complètement différent et j'étais complètement accablée par cela. Alors, je me sentais je me sens tellement mal pour l'équipe des équipes des infirmières parce que j'avais écrit des cartes concernant mes émotions et comment je me sentais. Puis ils m'ont vraiment coaché. Alors ils m'ont recommandé d'aller voir un professionnel. Ils étaient ravis de pouvoir m'écouter, mais ils n'étaient pas capables de m'aider. Alors j'étais en train de subir les mauvaises émotions parce que j'étais accablée par le processus, d'avoir subi tout le processus de dialyse. Alors, j'avais arrêté de ça. Je ressentais plus. C'était pas un enjeu de douleur. Puis, et lorsque la COVID-19 a frappé, j'avais plus de contact social parce que au début de la pandémie, je pensais que c'était la fin, que c'était si on était atteint de la COVID-19, c'était vraiment la fin. Puis j'étais en train de pleurer. Je manquais vraiment de l'équipe et j'avais plus cette interaction ou qu'est-ce que je croyais mon soutien. Et par la suite, j'étais comme passer à quelqu'un d'autre, mais c'est pas le cas parce que justement, si je pouvais les voir, j'envoyais du café, des donuts, et par exemple, ils avaient des repas pour toute la semaine. Mais ça, c'est vraiment ma manière d'expression, puis ils étaient capables d'accepter cela, mais les attentes autour du fait que tout va être super, mais c'est génial, mais ça fait déjà 14 mois depuis ma greffe, mais je pense pas que je suis arrivée encore là, complètement récupérée. Je pense pas que c'est le fait. Et je crois qu'il y a vraiment une session concernant comment vivre avec une greffe. Et justement, il y a une personne qui a reçu son greffe il y a 40 ans et qui sont vraiment pas rétablis. Et c'est correct de faire preuve d'ouverture. Moi, j'ai dit d'avoir manqué cette dialyse, mais je me sentais isolée vraiment. Et Loretta, j'aimerais me tourner vers vous. C'est le travail que ça prend pour montrer que tout va bien. Votre rôle en tant que mère, en tant que professionnel, c'est beaucoup de travail pour voir de peindre cette image de perfection, que tout va bien et comment gérer ça lorsqu'on se sent pas bien. Alors, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Greg. Pour moi, c'était pas une question, ça faisait partie de mon éducation, d'être une famille très stoïque. Alors, on démontre pas ses faiblesses. Alors, dans mes 30 ans de vivre avec une maladie de rénale chronique, le greffe entre autres, alors lorsque je reflète, je ne peux pas m'arrêter de penser justement comment c'était accablant
et comment je me sentais défaite, ce ressentiment de défaite. Et lorsque j'ai commencé le dialyse, j'ai commencé à me parler. Oui, ça va fonctionner. Je suis dans des bonnes mains, mais à l'intérieur, je voulais pas passer à vraiment les mots. Ça, c'était le dernier traitement que je voulais être subi. Et tout d'un coup, je me trouvais dans assise dans cette chambre qui est en train de me brancher à cette machine que je détestais. Et je crois que je suis arrivée au troisième rendez-vous. Et à ce moment-là, j'ai perdu une coche et j'étais en train de pleurer, pleurer. Mais il y avait une infirmière justement qui m'a vu et puis s'est approchée. Et la seule chose qu'elle avait besoin de faire, c'est vraiment de se baisser juste pour être à la même hauteur de mes yeux. Puis elle m'a mis son bras autour de moi, puis elle m'a dit que tout va aller bien. Elle n'a pas dit rien d'autre, mais ce touche et de pouvoir me regarder dans les yeux, c'était justement ce que j'avais besoin. J'ai pas arrêté de pleurer, mais c'est ça que j'avais besoin à ce moment-là. Et l'autre point que je dirais, c'est que la pression, je me suis beaucoup de pression, tu sais, de pouvoir, de continuer. Lorsque j'étais infirmière, je recevais mon traitement le dimanche, je partais pas avant 10h30, 11h30 du soir, puis il fallait que je sois de pied à 6h du matin, et de me rendre à 3 différentes cliniques distribuées partout dans la ville. Alors, j'étais très, très, très occupée. Mais lorsque je retournais chez moi, je voulais pas manger, je voulais juste me coucher sur le divan. Alors, je voulais seulement prendre du temps pour moi. Et puis, c'est toute une question de pouvoir démontrer que tu es capable, tu es capable. Et toujours en train de se pousser à faire faire de l'exercice, de manger bien et vraiment de gérer la vie et d'être présente pour son époux ou épouse, être là pour vos enfants, la communauté, votre boulot. Alors c'est vraiment ahurissant lorsque j'y reflète, j'avais ces branches à la machine. C'était complètement fou quand j'y pense. Alors demeurer positif, c'est énorme. Mais lorsqu'on fait face à une maladie chronique, surtout en fin de vie, il faut avoir une attitude positive pour la plupart du temps. Mais pour moi, ça découlait de ma famille, mon époux, de ma foi. Et aussi de continuer mon éducation. Alors, j'ai pris ma retraite il y a quelques temps, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, être au courant de qu'est-ce qui se passe. Alors, lorsque je me suis présentée à une librairie, j'ai acheté le même livre que les médecins lisaient. Alors, j'ai besoin de savoir les détails. Et ça, c'est une manière, je m'adapte et je suis capable de faire face à la maladie. Et quelque chose d'autre que je me suis joint au groupe d'appui des pairs. Et justement, j'ai pris leur cours de narration, la manière de faire ce processus, de réécrire mon parcours à travers une perspective émotionnelle, humaine. Alors ça m'a aidé de me sortir du milieu médical et cela, ça m'a aidé. C'était quelque chose de thérapeutique. Et j'arrête présentement parce que sinon je pourrais en parler toute la journée. Mais moi, je pourrais vous écouter toute la journée. Et j'apprécie vraiment qu'est-ce que vous avez dit de comment vos mécanismes d'adaptation que vous avez trouvé à travers votre famille, votre foi et votre prise en charge de votre éducation parce que tout le monde a différentes stratégies. Alors, je crois que notre public peut commencer à réfléchir comment ils veulent bâtir leur soutien. Et Nadia, vous parlez beaucoup justement de la pouvoir, de comment le pouvoir ou la puissance que ça donne, de pouvoir aider les autres et comment vous êtes capable d'aider quelqu'un qui peut-être a besoin d'aide et justement de pouvoir offrir ce soutien. Est-ce que là, vous pouvez vous partager un petit peu votre perspective en matière de soutien aux patients? Alors, qu'est-ce que je dirais?
une des expériences les plus puissantes que j'ai vécues, qui m'a aidé justement de changer ma perspective concernant ma propre situation et les anxiétés, les craintes que j'ai, c'est vraiment à travers les groupes de soutien que j'ai travaillé à travers la Fondation du Rhin. Et je ne le dis pas seulement parce que je suis ici, mais le sentiment d'isolement que plusieurs individus soulèvent et pourquoi c'est un élément les plus importants pour moi, parce que lorsque j'étais diagnostiquée, j'avais 29 ans, il y a quelques années, et à la clinique où je me trouvais, les infirmières nous avaient informé qu'il n'y avait pas des patients sous l'âge de 60 ans. Alors ça, c'était vraiment une image assez déprimant. Alors de pouvoir trouver cette réflexion ou trouver quelqu'un qui avait vécu ou qui était en train de vivre le même parcours, c'est une femme jeune qui travaille. Alors justement, j'ai pris le temps de me mettre en contact avec Sadia, ce qui se sous-appelle, de pouvoir me mettre en lien avec des individus qui sont en train de vivre quelque chose de semblable. Et ça, c'est quelque chose qui était la meilleure chose que j'ai fait dans mon parcours. Ça a pris du temps parce que j'ai commencé de regarder différents programmes sur les sites web. Par la suite, j'ai visité le site web, je l'avais marqué dans mon navigateur, mais ça a pris du temps. Mais le soutien que j'ai trouvé à travers les groupes de pairs et les sessions 1 à 1 de soutien, c'est vraiment ce sentiment de communauté qui a vraiment changé tout pour moi. Et de voir les belles réussites des individus qui sont en train d'être les individus idéalisés, c'était quelque chose de tellement encourageant et ça me rassurait. Alors, je crois de cette expérience, j'ai vraiment tiré profit du pouvoir de bâtir des liens avec les autres. Alors, moi, je suis la personne maintenant qui, quand je suis dans une clinique, je vais m'approcher à quelqu'un puis je vais leur poser directement des questions. Comment ça va? Comment ça va avec votre traitement? Comment est-ce que vous êtes en train de le vivre? Et je crois que justement de changer ça, d'avoir ce virement de perspective et de pouvoir regarder la dialyse comme vraiment non seulement de cette de survie absolue, et vous êtes vraiment dans le mode de survie pour pouvoir comprendre du fait que c'est pas le cas que la dialyse c'est pas la fin et que la maladie rénale c'est pas une sentence de mort et vous pouvez tirer profiter de tous les aspects de sa vie en gérant la maladie en même temps. Alors, je crois qu'on fait un super beau travail de faire preuve de courage. Et encore, quelqu'un y a référencé, on passe de salle d'attente à salle d'attente. On rentre et on sort, et lorsqu'on sort de l'hôpital, peut-être on n'est pas nécessairement malade à l'extérieur. Les gens peut-être sont pas capables de voir qu'on est malade. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends le temps de pouvoir m'approcher aux gens qui sont atteints d'une maladie rénale, juste de pouvoir, c'est vraiment de leur offrir une main, de bâtir un lien pour voir s'ils ont besoin un petit peu d'aide ou s'ils ont besoin de quelqu'un à parler. Alors, juste une ressource, et je crois que ces expériences ont ont influencé mon vécu. Alors, c'est grâce à la Fondation du Rhin. J'aime beaucoup le fait que vous nommez la Fondation du Rhin, et j'aimerais bien vous voir votre visage souriant dans la salle d'attente. Et je crois que c'est très important de reconnaître le fait qu'on n'est pas tout seul dans ce parcours. Alors, je crois qu'on a encore le temps un petit peu de questions. Alors, je suis en train de garder un œil sur la boîte ou la fonctionnalité de questions-réponses. Alors, les commentaires, c'est pas pour soulever des enjeux que peut-être vous êtes en train de subir à votre équipe
le médecin. Ça, c'est pas le forum aujourd'hui. Il y a des manières. Donc, la Fondation du Rhin peut vous soutenir. Vous n'avez pas besoin d'avoir ces conversations tout seul, mais l'espace qui existe ici présentement, c'est pas pour cela. Alors, maintenant, je vais juste poser des questions aux intervenants, aux invités d'aujourd'hui. Et je vais poser par la suite des questions qu'on a été envoyées par la part du public. Alors, maintenant, Lisa, j'ai pensé à vous et vous faites tellement preuve d'ouverture et de la gestion de la maladie, des défis en matière de santé mentale et bien-être. Et il y a des gens, par exemple, qui ont éprouvé des problèmes de santé mentale avant la maladie. Alors, c'est important peut-être pour l'équipe de comprendre quelle est la différence entre les deux, mais non seulement que les symptômes peuvent être retracés à un diagnostic en santé mentale, pardon. Alors, comment est-ce que vous êtes capable de coacher ou d'aider votre équipe à déterminer les différents piliers de la santé et la santé mentale et du bien-être? Alors oui, merci beaucoup, Craig, parce que je pense à les différents individus qui font partie de mon équipe de prise en charge. Il y en a 7. Alors, pour moi, vraiment, ça revient au médecin. Alors, il faut se rappeler qu'on est une personne en part entière, vous êtes un corps en part entière et vous êtes un paquet. Et lorsque ils vont vous traiter, ils doivent s'assurer que l'équipe est en train de prendre soin de votre santé émotionnelle ainsi que votre santé physique. Alors, pour moi, ayant ce soutien à travers le groupe de soutien, c'est tellement important parce que je comprends que chaque fois que je visite un médecin, ils ont leur propre perspective. Alors, c'est vraiment à moi de rassembler les différents éléments et de me présenter en tant qu'être humain en une partie entière. Non que Lisa, c'est un serein ou Lisa est là, mais cette vision que je suis une personne entière et aussi que j'avais beaucoup d'attentes envers moi-même. Et c'était vraiment important de rebaisser ces attentes et de être réaliste en matière de ces attentes. Parce que c'est plus important de passer le temps de prendre soin de moi-même et de m'assurer que je suis d'accord avec tous et de m'assurer que, par exemple, que ma maison est impeccable avant que mes enfants ou ma fille viennent visiter. Alors, j'espère que j'ai répondu à ces questions. Oui, non, vous allez au-delà dans votre réponse. Et ça m'amène justement, il faut faire preuve de gentillesse envers soi-même. Il ne faut pas avoir des attentes qui ne sont pas réalistes. Alors, on en a beaucoup sur son assiette. Alors, si votre maison n'est pas parfaitement propre, c'est pas la fin du monde. Alors, Carol, Megan, alors on a parlé un petit peu de cela pendant la présentation, mais est-ce que vous croyez les professionnels de santé, néphrologues, les travailleurs sociaux, entre autres, est-ce que les professionnels de santé reçoivent la formation, les outils pour pouvoir soutenir les patients, peut-être pas avoir les outils en soi, mais peut-être pouvoir savoir où diriger les patients? Bon, Megan, je vais vous laisser répondre à ces questions. Non. Alors, je viens juste de terminer ma formation il n'y a pas trop longtemps. Alors, je pourrais dire, sans être méchante, que lorsque je recevais ma formation, c'était pas un point à considérer. Ça faisait partie de votre évaluation, mais je crois que maintenant, la formation vraiment est axée sur les connaissances médicales. Et malheureusement, à l'époque, ça faisait pas partie des compétences clés, mais cela étant dit, alors
je vois maintenant un virage et je peux pas parler seulement de la formation médicale et peut-être que Kira ou les autres infirmières pourraient en parler davantage, mais dans la formation médicale, je vois justement un virage, la manière dont on aborde les patients, la manière dont on évalue les patients et même la manière dont on parle des patients. Comment on réfère aux individus qui sont atteints d'une maladie rénale, alors juste non simplement une personne qui est en train de vivre avec une condition. Alors je vois justement ce virage, mais on sait que les changements, ça prend du temps et que je crois que justement que cette prochaine génération de professionnels de santé ont cet enjeu de bien-être et de soins compréhensifs au cœur de leur pratique, non seulement dans le monde du rein, mais je crois que les nouveaux diplômés, les nouvelles infirmières ils vont avoir un changement, on va voir un virage justement dans la prise en charge des patients. Alors Kira, si vous voulez rebondir sur mes commentaires. Alors, comme j'ai dit dans mon parcours, j'ai passé si j'ai fait 1 an sur la santé mentale, oui, j'étais préparée en tant qu'infirmier. Je crois que oui, on reçoit une formation pour pouvoir voir un individu comme une personne en part entière, que vous êtes vos reins, votre cerveau et tout cela. Mais malheureusement, notre système n'est pas construit de cette manière. Alors, il y a des silos parce que vous êtes atteint d'une maladie de rein, donc vous avez besoin d'être ici dans ce petit coin. Mais nous, on fait partie du changement. On va changer cela. Non, on a besoin d'entamer ou d'entreprendre une approche différente parce que ce forum, ça fait partie de cela. Alors ça, c'est quelque chose de très important. C'est un enjeu très important. Est-ce qu'on peut apprendre davantage? Oui. Oui, oui, effectivement, c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Alors, félicitations à la Fondation du rein. Alors, merci beaucoup d'avoir pris la parole. André, Stéphane. Alors, je suis curieux. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé dans la fonctionnalité des questions et réponses, justement, de pouvoir plaidoyer pour ce changement. Alors, je crois que je n'ai pas besoin de vous convaincre dans la valeur de cela, mais comment on va faire progresser cette approche? Alors, Stéphane, André, lorsque vous êtes en train d'offrir des soins, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Alors, je vais juste partager. En tant qu'infirmière, je suis en train de recevoir une formation en tant qu'infirmière. Il me reste 2 rotations, mais un gros emphase sur la santé mentale et qu'est-ce que cela veut dire. Et moi, je me sens très confortable de dire justement, et je vais le partager avec vous-même. Je me rappelle justement, il y a 1 an, j'ai appelé le travail pour leur dire que je vais prendre un congé de santé. Puis ils m'ont passé justement au département de santé au travail, puis ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Et alors, je leur ai dit que j'ai besoin d'un jour juste pour prendre un petit peu de recul. J'en avais beaucoup sur mon assiette et que j'avais juste besoin de me recomposer. Alors, si je n'aurais pas passé à travers cette formation, les expériences que je suis en train de vivre, je crois qu'il y a 5 ans, je n'aurais jamais dit ou je me sentais pas confortable de dire que j'ai besoin d'une pause. Alors, je crois que la nouvelle génération de fournisseurs, on est mieux équipés. Maintenant, ayant cette formation en infirmier, c'est quelque chose que je ne comprenais pas pendant ma formation, toute cette approche compréhensive qui comprend justement l'esprit et le corps, et je le comprends davantage maintenant et je l'appuie. Lorsque je suis avec un patient, c'est très différent. Alors, je sais, lorsque je viens au travail, mes quarts de travail commencent à 6h30 du matin et je me demande, ça c'est quelque chose, c'est super difficile pour moi de me réveiller, en train de neiger. Et là, après, je me dis, mais
mes patients, mais eux aussi font la même chose. Eux aussi sont en train de se déplacer pour venir à l'hôpital. Puis eux sont les patients qui sont en train d'être branchés à la machine. C'est eux qui sont en train de recevoir le traitement. Alors, je pense à cela et justement, ça m'encourage de rassembler mes forces et d'arriver au travail avec un bon comportement, de vraiment comprendre l'expérience patient. Et je sais aussi que l'anxiété, la dépression peuvent se manifester dans des symptômes physiologiques. Alors, on peut voir à travers des maux de tête, d'abdomen. Alors, des fois, je vais essayer justement de poser aux questions. Est-ce que ça va? Alors, cela, j'ai mentionné du fait que nous, on agit à titre de lien, de pont, et on est capable de passer ces informations aux médecins parce que les médecins ne sont pas toujours disponibles, mais c'est vraiment important de faire preuve d'ouverture avec vos infirmiers et infirmières parce qu'ils peuvent être une bonne ressource pour vous. Très bien dit. Stéphane, est-ce que vous voulez rebondir sur cela? Alors, je veux juste d'être d'accord avec André, vraiment de faire preuve d'ouverture, d'écoute et toute la partie de l'aspect de santé mentale. Votre état émotionnel va avoir une incidence sur votre état physique. Alors, si vous vous sentez mal, ça se peut que ça reflète dans votre santé physique. Alors, c'est important de garder ça en tête lorsque vous allez vous rendre à vos rendez-vous de dialyse parce que justement, ça fait partie de cette approche compréhensive. Alors, Loretta, je vais juste vous poser des questions dans la boîte de questions-réponses très rapidement. Vous êtes une infirmière ou vous êtes une patiente atteinte de la maladie rénale. Alors, vous avez ces deux perspectives. Alors, c'est difficile justement de pouvoir trouver ce temps de négocier cela, mais je crois que vous avez mentionné justement de plaidoyer pour soi-même, de prendre la parole. Alors, votre rôle en tant qu'infirmière autorisée, est-ce que ces questions pourraient vous intimider ou justement ça vous a poussé à faire davantage? Alors, oui, j'étais une infirmière qui a posé des questions lorsque je croyais qu'un patient ou une patiente était frustré ou ressentait des émotions négatif et je prenais le temps de m'asseoir à côté d'eux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut pas parler de votre maladie de diabète, entre autres. Alors, qu'est-ce qui vous passe? Alors, je ressens que vous êtes pas bien. Alors, parlons donc. Alors, pour moi, le plus grand point en tant qu'infirmière autorisée, lorsque j'étais atteinte de la maladie rénale aiguë. Alors, j'étais frappée par une phase aiguë avant la partie chronique. Juste l'expérience d'être remplie de liquide, qu'on n'est pas capable de compléter une phrase, que vos jambes et vos chevilles sont complètement enflées. C'est douloureux d'être de pied, de marcher, de vivre cela. Et par la suite, revenir à mon boulot d'infirmière et de regarder les patients et d'entendre leur histoire et votre parcours, ça faisait tellement de sens. Et maintenant, puis j'avais apprécié juste le fait qu'il vous manque de respiration. J'apprécie le fait que vos chevilles sont enflées, c'est un défi. Alors, parce que c'est une chose d'étudier cela en livre, mais on ne comprend pas le coût humain juste à temps qu'on le vit. Alors, ça, c'est le grand message que j'aimerais vous laisser. Alors, merci beaucoup. Alors, je suis en train de regarder à travers les questions-réponses. Alors, Carl demande combien de patients atteints d'une maladie rénale ont pris contact justement en matière de santé mentale. Et je crois effectivement c'est le début de cette conversation de pouvoir trouver un fournisseur de santé qui est prêt à faire cela. Je ne crois pas qu'on a trouvé une solution. Et je vois qu'il y a tellement de questions dans le boîte de clavardage. Alors comment on demeure connecté, mais ça c'est vraiment le début, parce que vous regardez aussi regarder sur le site web de la Fondation du Rein pour avoir accès aux ressources et comment vous mettre en contact avec différentes organisations, aux groupes de soutien. Alors, j'aurais aimé bien avoir plus de temps, mais j'ai vraiment hâte à cette dernière partie de la session. Alors nous avons du temps
ma Brown de faire un petit exercice avec nous pour retrouver du calme, de la paix, de la tranquillité pour pouvoir mettre fin à cette session et vraiment nous ramener à ce moment présent, à cette première session, à qu'est-ce que je crois va être une longue journée. Alors Brenda, je vous cède la parole pour nous diriger à travers ce dernier exercice. Alors, merci beaucoup. Alors, si tout le monde pourrait juste vous pencher vers l'avant. Alors, juste que vous êtes bien assis sur votre chaise. Alors, j'aimerais que vous soyez bien droit et de rouler vos épaules vers l'arrière, loin de vos oreilles. Alors, j'aimerais juste vous inviter à pencher votre tête vers la droite, juste pour étirer le côté de votre cou. Et par la suite, on va revenir au centre et on va aller vers la gauche maintenant. Alors, et on revient au centre. Et maintenant, je veux commencer. Prenez conscience de votre respiration. Alors, vous faites tous ces exercices avec vos yeux fermés. Vous avez simplement besoin d'écouter ma voix. Alors, juste de trouver votre respiration, parce que la plupart du temps, on respire de la partie supérieure de notre poitrine. Alors, essayez de trouver votre respiration. Essayez de respirer un petit peu plus profondément. Essayez d'amener votre respiration vers votre abdomen. Et une fois que vous l'avez trouvé, expirez. On va refaire cet exercice. Alors, expirez. Encore une fois. Alors, je vais vous parler un petit peu de la respiration des débutants. Alors, Pranayama, alors c'est si on respire à travers notre nez, c'est vraiment un sentiment de tranquillité parce que ça active notre système parasympathique. Alors, vous pouvez le faire à n'importe quel moment pendant votre journée, lorsque vous avez besoin d'amener un petit peu de calme à votre respire. Alors, c'est une pratique de respiration pour les débutants. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre. C'est assez facile, ça s'appelle Samavati. Alors, c'est la respiration de soirée ou c'est la respiration avec de la connaissance. Alors, je vous invite de inspirer pour 4 et expirer pour... inspirer pour 4, retenir pour 4 et expirer pour 4. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez passer de 4 à 6 à 8. Mais si c'est difficile pour vous, vous pouvez faire 3. Mais pour l'exercice ici, vous pouvez le faire. Je vais compter à 4. Alors, on va inspirer par notre nez pour 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, retenez votre respiration pour 4 et expirez pour 4. Inspirez. Expirez. 3, 2, 1. Inspirez. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Expirez. 3, 2, 1. Alors, vous pouvez faire ça jusqu'à 10 fois. À n'importe quel moment, vous avez juste besoin de pouvoir prendre un petit peu de recul, puis vraiment de vous offrir un petit peu de tranquillité. Et vous pouvez ajouter plusieurs répétitions. C'est juste une manière donc vous êtes capable de tranquilliser votre système nerveux. Alors, c'est juste un exercice de respiration pour débutants. Alors, avant de prendre la pause, j'aimerais vous inviter à mettre vos bras vers le haut et de pouvoir vous étirer vers la droite, par exemple, et de vraiment sentir cet étirement sur les côtes. Revenez au centre. Inspirez. Tirez vos mains vers le ciel. Allez vers la gauche. Alors, sentez
Étirement sur vos côtes. Respirez dans vos côtes. Revenez au centre. Amenez vos bras vers le bas. Alors, je vous invite à tenir le côté de votre chaise à gauche et regardez au-dessus de votre épaule. Inspirez. Revenez au centre. Placez votre main gauche sur le côté gauche de votre chaise. C'est un super bon exercice pour pouvoir masser ces organes. On revient au centre. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Brenda. Quelle bonne manière de terminer cette session. Alors, j'aimerais remercier Lisa et Stéphane et André, Loretta et Megan, Kara, Wade et Nadia pour cette belle discussion. Merci d'avoir fait preuve d'ouverture et de soutenir les autres. Alors, plus de renseignements, on vous invite à contacter votre centre régionaux pour avoir plus d'informations sur les différents programmes qui sont offerts par la Fondation du Rhin, parce que la Fondation est dédiée à mettre en lien les différents patients avec des groupes de soutien. Alors maintenant, on vous invite à retourner au lobby pour pouvoir vous joindre à la prochaine session. Vous avez juste besoin d'utiliser le même billet que vous avez utilisé pour vous brancher à cette session. Juste un petit rappel que Brenda va nous offrir une session sur le mouvement à 3h45. Ça, c'est juste un avant-goût de la session de demain. Alors, merci beaucoup à tous et toutes. J'espère que c'est le début d'un beau forum pour tous et pour tout le monde. Merci beaucoup.